Un refus de visa pour la France, c'est un coup dur, c'est sûr. On a l'impression que le projet tombe à l'eau, que c'est la fin de l'histoire. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ce non est définitif? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, tout le parcours pour contester cette décision pas à pas. Regardez ce chiffre, 578 441. C'est énorme. C'est le nombre de demandes de visa que la France a refusées juste pour l'année 2024. Ça donne vraiment une idée de l'ampleur du phénomène. Il faut bien se dire que derrière chaque chiffre, il y a des projets de vie, des voyages, des familles qui espéraient se retrouver, tout ça mis en attente. Alors voilà la question qu'on se pose tous. Est-ce que ce refus, c'est la fin du chemin? Est-ce que face à cette décision de l'administration, on baisse les bras? Ou est-ce qu'il y a moyen de se faire entendre? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, absolument, il existe des recours. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi un non, ce n'est pas forcément la fin. Ensuite, on parlera de la toute première étape, celle qu'on ne peut pas sauter. Puis, comment ça peut monter jusqu'au juge. On jettera un œil aux chiffres pour voir ce que ça représente concrètement, et on finira avec les règles d'or à avoir en tête. Allez, c'est parti. Ok, on commence par le début, par la base, la décision de refus elle-même. C'est logique, pour pouvoir la contester, il faut d'abord bien comprendre ce qu'elle dit, sur quoi elle s'appuie, et surtout, ce que la loi l'oblige à contenir. Ce qui est intéressant, c'est que le système qu'on connaît aujourd'hui, il n'est pas sorti de nulle part. En fait, c'est le résultat de presque 40 ans d'évolution. On a commencé en 86, quand le juge a dit « stop, on a notre mot à dire ». Puis, en 2000, on a ajouté une étape obligatoire. En 2010, on a tout centralisé à Nantes. Et tout récemment, en 2023, on a encore changé les règles. Bref, c'est un vrai millefeuille juridique qui s'est construit couche par couche, ce qui explique aussi pourquoi c'est si complexe. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Un refus, ça ne peut pas être juste une case cochée sur un papier. Non, la loi est très très claire là-dessus. La lettre doit expliquer pourquoi, les raisons en fait et en droit. Elle doit dire comment faire appel et dans quel délai. Et bien sûr, elle doit être signée par la bonne personne. S'il manque ne cesse qu'un seul de ces éléments, la décision, elle est bancale. Elle peut être attaquée juste là-dessus. Ok, maintenant qu'on sait à quoi doit ressembler un refus en bonne et due forme, passons à l'action. Comment on le conteste concrètement? La première chose à savoir, et c'est vraiment la règle numéro 1, c'est qu'on ne peut pas foncer directement au tribunal. Non, il y a une étape obligatoire avant, une sorte de passage obligé. Alors, retenez bien cet acronyme RAPO, le RAPO. C'est vraiment la clé de tout le système. En gros, c'est une demande officielle pour que le dossier soit réexaminé, mais attention, on ne l'envoie pas au consulat qui a dit non, on l'envoie à l'échelon supérieur. Et je le répète, sans ce RAPO, c'est simple, la porte du tribunal est fermée à double tour. C'est non négociable. Et c'est là qu'il faut être très vigilant, parce que les choses ont changé récemment. Depuis 2023, ce n'est plus la même adresse pour tout le monde. Si c'est un visa long séjour pour s'installer, travailler, étudier, il faut écrire à une commission spéciale, la CRRV. Par contre, si c'est pour un visa court séjour, du tourisme, une visite familiale, là c'est le sous-directeur des visas qu'il faut contacter. 2 visas, 2 chemins différents. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. 30 jours. Voilà le chiffre à graver dans sa mémoire. 30 jours et pas un de plus. Le chrono se déclenche dès la réception de la lettre de refus. C'est hyper court et il n'y a aucune marge de manœuvre. Si on dépasse ce délai, c'est terminé. On perd tout simplement le droit de contester. Bon, imaginons le scénario suivant. Le RAPO a été envoyé, mais il est rejeté. Soit on reçoit une lettre qui dit « non, on maintient le refus », soit, et c'est souvent le cas, l'administration ne répond pas pendant 2 mois. Et là, attention, qui ne dit mot ne consent pas, bien au contraire. Le silence, ça veut dire non. Alors que se passe-t-il à ce moment-là? C'est là qu'on change de dimension. On quitte l'administratif pour entrer dans l'arène judiciaire. Là, on voit bien toutes les marches de l'escalier judiciaire. On part de la base, notre fameux RAPO. Si ça ne marche pas, hop, première marche, le tribunal administratif de Nantes. Si c'est un visa long séjour et qu'on perd encore, on peut monter d'un cran, la cour administrative d'appel, toujours à Nantes. Et tout au sommet de la pyramide, on a le Conseil d'État. Lui, il ne rejuge pas l'affaire, il vérifie juste si les juges d'en dessous ont bien fait leur travail. C'est un vrai parcours du combattant, clairement. Mais alors, pourquoi toujours Nantes? On pourrait se le demander. Qu'on ait fait sa demande à Tokyo, à Dakar ou à Montréal, si on conteste, ça atterrit forcément à Nantes. La raison est assez simple en fait. En 2010, on a décidé de tout centraliser là-bas. L'idée, c'était de créer un pôle de juges spécialisés sur cette question très particulière des visas. Un seul guichet pour tout le monde. Alors, sur quoi est-ce que le juge va vraiment se pencher? Un des arguments qui fait le plus souvent mouche, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance de motivation. En clair, le juge veut comprendre. Il ne veut pas de phrases toutes faites, de copier-coller. L'administration doit vraiment expliquer, avec des éléments précis, pourquoi elle a dit non. Regardez cet exemple, il est parfait.
C'est une vraie phrase tirée d'un refus. Information incomplète et ou non fiable. Le juge, quand il lit ça, il se dit « Mais encore, incomplète en quoi? Non fiable pourquoi? C'est beaucoup trop vague, ce n'est pas personnalisé. » Et une justification comme ça, eh bien, elle ne tient pas la route devant un tribunal. C'est un motif d'annulation directe. Voilà pour le processus. Mais maintenant, regardons ce que ça donne en vrai, avec des chiffres. Parce que les chiffres, ça permet de se faire une idée très concrète des enjeux, à la fois pour le budget d'État et pour les chances de réussite. Plus de 4 millions d'euros, c'est une sacrée somme. Et c'est ce que l'État français a dû débourser en frais de justice en 2024, juste pour les affaires des visas. En gros, c'est la facture des procès que l'administration a perdue. Ça montre bien deux choses, que contester ça peut marcher, et que tout ça a un coût non négligeable pour le contribuable. Ce graphique, il est très parlant. C'est vraiment l'effet entonnoir. Regardez, en 2024, on part de presque 40 000 recours administratifs, les fameux rapports. Et à la toute fin de la chaîne judiciaire, on arrive à un peu moins de 2500 fois où l'État a été condamné. Ça veut dire que beaucoup de monde tentent sa chance au début, mais que la route est longue et que peu de dossiers vont jusqu'au bout avec une victoire. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça. Si on ne devait retenir que quelques points essentiels, quelques règles du jeu à ne jamais oublier, ce serait celle-ci. Alors, récapitulons. Primo, les 30 jours pour le rapport, c'est sacré, on ne négocie pas. Deuxio, si l'administration ne répond pas en 2 mois, ça veut dire non. Tertio, le recours doit être en français et bien argumenté, évidemment. Quatrièmement, et c'est logique, on ne peut pas changer en cours de route le motif de son visa. Et enfin, le point peut-être le plus technique mais essentiel, pour les visas courts, le tribunal de Nantes a le dernier mot. Il n'y a pas d'appel possible. L'appel, c'est seulement pour les visas longs. Et on termine avec cette question qui reste ouverte. D'un côté, on a un système qui, sur le papier, garantit un droit au recours, ce qui est fondamental. Chaque décision peut être revue, contrôlée. Mais de l'autre, est-ce que toute cette complexité, ces délais, ces choses-trappes, ne créent pas un labyrinthe quasi impossible à traverser pour quelqu'un qui n'est pas expert? C'est toute la question de l'équilibre, un équilibre fragile entre la rigueur de la loi et son accessibilité pour tous.